Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Meet and Share Concept du mois de novembre avec Johanna Lys sur les approches participatives et la santé environnementale. On va attendre que tout le monde se connecte et puis on commencera la session. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc merci de nous rejoindre. On va attendre encore quelques petites minutes et on va commencer ce Meet and Share Concept. Ah, on a perdu notre panéliste, mais elle va revenir. Merci à tous de nous rejoindre sur ce Meet and Share Concept du mois de novembre. On va commencer dans quelques minutes. Il y a encore des gens qui se connectent. Merci à tous d'être aussi nombreux. On ne va pas tarder à commencer. On attend juste que notre panéliste se reconnecte. On va faire une courte présentation de concept pour ceux qui ne connaissent pas encore notre réseau. Et puis, on présentera la présentation aujourd'hui avec Johanna Lys sur les recherches participatives en santé environnementale. Ah ben voilà, on va pouvoir commencer. C'est bon pour toi, Johanna, ça fonctionne? Oui, vous Fait. m'entendez? Tout à fait, c'est parfait. Merci Super. beaucoup. Eh ben, on va démarrer. Donc, bonjour à tous encore. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour ce Meet and Share de novembre sur les approches participatives. Je vais commencer par vous partager mon écran pour vous présenter rapidement concept. Normalement, vous voyez mon écran. Hop. Notre réseau Concept, c'est un réseau de recherche transdisciplinaire et participatif. Et son but, c'est vraiment de comprendre et d'agir en prévention primaire des cancers. On est une équipe de 7 partenaires scientifiques et d'un acteur de terrain, l'IREPS, nouvellement Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et nos équipes présentent plus de 10 disciplines et expertises clés en recherche en prévention primaire. Donc, on a du marketing social avec le HESP, on a la nutrition et l'épidémiologie avec le CRES et les REM. Gustave Roussy qui nous apporte les détections des cancers précoces, le CIRC, l'épidémiologie sur le cancer,
On a aussi le CERPOP à Toulouse avec les inégalités sociales et la recherche participative. Sur la thématique de recherche participative, nous avons aussi l'équipe de Reshape et du POPS. Et bien sûr, le centre Léon Bérard avec l'épidémiologie nutritionnelle et environnementale et la santé économique. Donc voici un peu pour vous présenter nos réseaux en termes de géographie et de membres. Concrètement, nos objectifs dans le réseau Concept, c'est de répondre aux enjeux de la prévention des cancers. Et pour cela, ce que l'on vise à faire, c'est à traduire nos connaissances en actions de prévention efficaces et durables. Concrètement, on va développer des approches de prévention qui vont être fondées à la fois sur de la recherche qui est transdisciplinaire, sur l'expertise de terrain et sur le savoir des parties prenantes dont on va discuter aujourd'hui. On va essayer de créer des synergies entre les différents éléments de la prévention pour surmonter les fragmentations et on va essayer de comprendre et d'intégrer les interactions entre le comportement et l'environnement dans nos interventions de prévention. Concrètement aussi, on a 3 grands thèmes dans Concept. Donc les approches participatives qui sont d'ailleurs le thème aujourd'hui de notre Meet and Share, la synergie ou les synergies entre les composantes de la prévention pour surmonter la fragmentation et la santé planétaire et l'exposome. Je voulais vous préciser un tout petit peu aujourd'hui comment au sein de Concept on met en œuvre ces approches participatives parce que c'est le thème de notre Meet and Share d'aujourd'hui. Donc dans Concept, on a mis en place 3 niveaux. Tout d'abord, on a un groupe de citoyens, Coprica, qui a été co-construit et qui est coordonné par notre équipe membre Concept du CERPOP à Toulouse et qui vise à faciliter le recrutement de citoyens et de patients en ayant un groupe ressources dédié au sein de Concept pour faciliter la recherche participative au sein de nos projets. Nous avons aussi un groupe que j'ai le plaisir de coordonner qui s'appelle le groupe GEM Mixte et qui est plutôt un groupe de méthodologie avec des co-chercheurs, citoyens, patients et des chercheurs. Et on vise à conceptualiser la recherche participative et notamment favoriser des repères pour mieux mettre en place la recherche participative dans les projets. Et enfin, troisième niveau, on met en place l'approche participative dans nos projets de recherche. Et enfin, pour finir sur cette présentation de concept, notre réseau a différentes dimensions. L'une d'elles, comme aujourd'hui, c'est le réseau, favoriser les échanges et discussions avec les acteurs de la santé en prévention primaire. Donc les Meet and Share qui ont lieu normalement tous les troisièmes jeudis du mois en ligne. Nous avons aussi des projets de recherche spécifiques que l'on présente assez régulièrement et qui sont sur notre site et des groupes de travail conceptuels ou sur des projets ou sur des thèmes comme les 3 thèmes que nous avons présentés. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre hôte, à notre speaker, Johanna Lys. Si tu veux partager ton écran, Johanna, pendant que je te présente. Ah, je vais remettre. Donc, Johanna, tu es chercheuse correspondante au centre Nolbert Elias et tu as été chercheuse à plein temps au laboratoire associatif Le Lassa. Aujourd'hui, tu es chercheuse à ton compte, tu es socio-anthropologue et tes champs d'investigation concernent la santé environnementale, les recherches participatives collaboratives, ainsi que l'anthropologie de la santé et du logement. Tu as maintenant récemment travaillé à l'accès de la vaccination des populations mal logées et tu travailles sur les recherches en impliquant les personnes concernées et tu fais d'ailleurs des formations aux professionnels concernés. Et j'ai le plaisir de te donner la parole pour faire cette présentation de notre Meet and Share. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais vous présenter une étude qui s'appelle FOSSEPSEAL, donc ça veut dire étude participative en santé et environnement, ancrée localement. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Pauline, est-ce que tu peux Alors confirmer? il est pas en ah ça y est, parfait. Maintenant il est présenté. Merci beaucoup. Donc, c'est une étude, vous allez le voir, qui a été élaborée de manière interdisciplinaire, notamment avec notre directrice de recherche, Barbara Allen, qui est sociologue et notamment sociologue de la production de l'ignorance. En d'autres termes, de quelle manière peut-on ou produit-on de l'ignorance en contexte industriel sur la santé? Et puis, nous avons travaillé avec des épidémiologistes et moi-même et ma collègue Yolaine Ferrier sommes anthropologues ou socio-anthropologues. Je vais faire un petit retour avant de rentrer dans le vif de l'étude sur les contextes en zone industrielle et pourquoi ces contextes spécifiques nous ont amenés à travailler de cette manière.
Donc, de manière générale, comme vous le savez, le propre de la science, c'est d'évoluer dans un contexte incertain. L'incertitude scientifique est effectivement d'autant plus prégnante qu'on opère en contexte industriel, et cela pour plusieurs raisons. Dans un premier plan, sur le plan historique, ces zones sont relativement récentes, elles ont moins de 2 siècles. Ensuite, la connaissance scientifique des effets sur les polluants, sur la santé à court ou long terme, et des combinaisons des polluants entre eux, elle est encore au stade embryonnaire, notamment au regard du nombre très important de polluants zone. Pour citer des collègues, on peut parler d'ignorance toxique. Ça, c'est le cabinet Tessonnière, avocat spécialisé dans les reconnaissances de maladies professionnelles. Ou alors Annie Bomoni, qui est spécialiste de la sociologie au travail. Elle parle d'expérimentation des produits toxiques sur les travailleurs. Et nous, dans les zones industrielles, on pourrait dire que les zones industrielles peuvent faire figure de laboratoire humain au regard du stade embryonnaire de ces connaissances et des effets sur la santé. En effet, dans ces zones, il y a une accumulation des vulnérabilités. Les habitants de ces fronts industriels, ils sont exposés de plusieurs manières, donc par l'air, mais aussi en cultivant leurs légumes. C'est en tout cas le cas dans la zone de Fos. Et puis, vous avez un certain nombre de polluants qui se transmettent à travers les générations, par exemple les CMR ou cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc, dans ce contexte, il y a une nécessité pour nous de faire discuter à la fois des travaux de recherche éprouvés sur le temps long, par exemple épidémiologiques, avec d'autres approches qui prendraient en compte des signaux faibles, je vais y revenir, les savoirs des habitants. Et aussi de faire dialoguer les approches qualitatives, socio-anthropologiques avec des données quantitatives. C'est tout le projet de FOSS-FCA que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur la question du front industriel, mais juste pour vous dire que on s'inspire en fait du terme Frontline Community of Industrial Fence Line aux États-Unis, où les études montrent que en fait, quand on vit près souvent qu'on accumule exposition professionnelle et résidentielle, on est plus sujet à des risques de mortalité ou de morbidité. Donc, pour enquêter dans ces contextes de zones industrielles, il y a pour nous une nécessité de faire discuter les disciplines entre elles, notamment épidémiologiques et anthropologiques ou sociologiques. Donc, vous allez le voir, c'est à partir du terrain de recherche et des données qualitatives qu'est née l'idée de faire cette étude. Et cette étude, elle a été, à partir des données qualitatives, retranscrites en questionnement épidémiologique. Et ces données épidémiologiques, une fois qu'elles ont été produites, elles ont été produites à l'aune des connaissances anthropologiques et des outils qualitatifs. Euh, pour les fervents anthropologues, on est dans la perspective de la grounded theory. C'est un mot anglais pour dire qu'en fait, on s'appuie beaucoup sur le terrain, et c'est le terrain qui nous amène à poser nos questionnements et aussi nos résultats, comme vous allez le voir. Pour revenir rapidement sur les objectifs de l'étude FCA, donc l'idée c'est de décrire l'état de santé général, donc des pathologies diagnostiquées, je vais revenir, et des symptômes de la population adulte et enfant en zone industrielle. Il s'agit aussi d'apporter de nouveaux éléments à la connaissance scientifique. Oh, pardon, excusez-moi. Hop. D'apporter de nouveaux éléments à la connaissance scientifique, de décrire les expositions perçues par la population adulte, de comprendre, et vous allez le voir, les données sanitaires à l'aune du contexte local et des expériences habitantes, aussi évidemment d'observer les inégalités sociales de santé, et de comprendre aussi le rapport des citoyens aux sciences participatives. Enfin, c'est étudier le rapport au monde et l'expérience ordinaire du vécu dans la zone industrielle. Enfin aussi, vous verrez, l'idée, c'est aussi de se positionner dans une perspective politique et de travailler à des recommandations avec les citoyens pour améliorer les questions sanitaires sur ces terrains. Rapidement, donc les champs théoriques, pour ceux qui sont familiers, c'est la Community-Based Participatory Research et l'épidémiologie populaire. Donc, c'est des études, des méthodologies éprouvées, hein, notamment outre-Atlantique, qui sont en fait le résultat
de mouvements de la justice environnementale nés dans les années 70 qui elles-mêmes participent au courant des droits civiques et politiques des personnes noires américaines qui étaient souvent les plus exposées à la pollution et donc qui vivaient une superposition d'inégalités sanitaires, raciales, sociales, etc. On est dans le concept d'une science citoyenne, c'est-à-dire qu'on fait une alliance citoyen-chercheur qui combine les efforts des scientifiques pour rendre la science signifiante et accessible au public, mais aussi une science des citoyens, où la science est en partie construite et conduite par les citoyens. Enfin, l'objectif principal, pour reprendre Miranda Fricker, c'est d'intégrer les habitants de front industriel dans l'effort de recherche à leur sujet, afin d'atténuer l'injustice épistémique. Et qu'est-ce que l'injustice épistémique? C'est l'inégale distribution de la connaissance et de la science qui aboutit à un manque de reconnaissance et de participation politique des habitants. Pour ce faire, donc, on est dans une logique de Strongly Participatory Science qui a des effets sur la posture du chercheur, je vais y revenir. Donc, via Phil Brown, qui a mené les premiers travaux d'épidémiologie populaire aux États-Unis, on a un tournant qualitatif de la recherche en santé environnementale où on se dit qu'il faut s'appuyer sur les données qualitatives pour produire de la connaissance scientifique et de la connaissance scientifique aussi sanitaire. Et les données qualitatives permettent aussi de documenter l'accumulation des expositions. Les méthodologies scientifiques propres au monde académique sont utilisées à l'aune d'une analyse particulièrement fine et poussée du contexte local, ce qui permet d'augmenter la rigueur, la pertinence et la robustesse des résultats. En fait, vous le verrez, des hypothèses de recherche et analyse des résultats, les citoyens sont impliqués dans l'étude et la restitution publique. Là, je vous ai mis un schéma sur la Strongly Participatory Structure auquel Barbara Allen est particulièrement attachée. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais pour le faire court, vous avez d'un côté l'État qui produit ces sciences, donc c'est les sciences de l'État, par exemple via Santé publique France, les ARS, etc. L'industrie qui elle-même produit ces sciences, donc c'est les sciences des industriels. Et puis, généralement, les citoyens, eux, ils n'ont pas leur science. Ils sont exclus de la science. Et donc, une étude EPSEAL, elle est là à partir d'une rigueur scientifique poussée, avec les mêmes exigences académiques, pour produire une science qui puisse être un outil pour les citoyens afin que ceux-ci puissent pénétrer l'espace de négociation et ainsi chacun avoir sa science afin de discuter des enjeux sanitaires et politiques. Je vous ai mis rapidement un petit schéma où vous voyez à quel moment participent les citoyens. Donc là, vous le verrez, ils ont participé au début de l'enquête et je vais revenir au moment où est née l'idée de cette étude EPSEAL. Ensuite, ils ont participé quand on a fait le questionnaire au porte-à-porte, je vais y revenir. Et puis, je vais revenir plus longuement, ils ont participé lors des ateliers collaboratifs à analyser les données et à préparer les rapports. Enfin, ils ont participé lors des nombreuses restitutions publiques qu'il y a eu dans les deux villes. Je reviens rapidement sur la posture du chercheur, c'est très important à nos yeux. En fait, il y a une posture du chercheur, c'est scientifique, donc comme je vous l'ai dit, c'est penser les sciences sociales et l'épidémiologie dans un aller-retour permanent afin d'articuler les enjeux scientifiques et épistémologiques de ces deux disciplines. Et cette posture scientifique, elle a un certain coût, je ne vous le cache pas, puisqu'elle nécessite de faire dialoguer et de trouver des langages scientifiques communs, de comprendre les limites, les avantages et les écueils de chacune des disciplines. Ensuite, il y a une posture éthique. La recherche peut et doit servir à répondre aux questions de la population, à alimenter ses connaissances, et celle-ci donc participe à analyser les données. Enfin, il y a aussi une posture politique. Les résultats doivent servir l'intérêt collectif et le bien commun. Et les études, donc, comme je vous l'ai dit, doivent permettre aux citoyens de disposer d'un outil afin de pénétrer les arènes de négociation. Le chercheur devient alors médiateur, il facilite la circulation de la parole avec les habitants et les travailleurs, il se nourrit des savoirs des citoyens et produit une forme d'horizontalité dans les rapports sociaux, dans la production de l'étude. Le citoyen, il travaille sur les inégalités, donc notre posture devient citoyenne puisque le chercheur travaille sur les inégalités environnementales avec la société civile et endosse le rôle de citoyen mobilisé et affecté par le monde qui l'entoure. Donc, juste pour revenir brièvement sur la zone industrielle de Fos.
Donc l'étude, elle a eu lieu dans 3 villes, Fos-sur-Mer qui est là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, Port-Saint-Louis qui est un petit peu plus bas, et Saint-Martin-de-Crau qui est plus haut, vous verrez pourquoi, et qui est à 30 km de la zone industrielle. Pour le dire rapidement, c'est une zone qui compte plus de 400 000 habitants et une vingtaine de villes. Nous, on a travaillé dans 2 d'entre elles, qui est à l'extérieur puisqu'elle est à 30 km. Il y a plus de 430 usines, donc métallurgie, dépôts chimiques, aciérie, bâtiments, etc. Pétrochimie. Il y a le port qui accueille les pétroliers. Et vous avez plus de 60 usines Céveso, classées Céveso, dont un certain nombre à haut risque. Sans doute que vous ne voyez pas là, mais ici, vous avez une carte qui a été réalisée par l'Institut éco-citoyen et grâce à la prélèvement de lichen dans les zones de la zone industrielle de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis, dans ces 2 villes, où ils montrent en fait des taux d'imprégnation dans les lichens de plomb, de chrome et de manganèse particulièrement importants. On s'est servi de ces données, on a travaillé en collaboration avec eux aussi afin d'analyser les états de santé de la population. Alors, comment ils mènent une étude EPCA? J'y viens. Donc, vous avez 2 volets, comme je l'ai dit. Il y a la production d'indicateurs de santé diagnostiqués et socio-économiques, donc qui sont plutôt liés à la pratique de l'épidémiologie. Il y a la production de connaissances grâce au savoir anthropologique et à la présence des chercheurs sur le terrain. Et il y a au centre les ateliers collaboratifs, vous verrez, qui permettent d'analyser les données produites par l'épidémiologie, mais aussi par les savoirs anthropologiques. Donc, juste rapidement pour l'enquête épidémio, donc on avait évidemment, c'est un questionnaire en santé déclarée, je vais y revenir tout de suite. Mais on avait des questions évidemment démographiques, le sexe, les données socio-économiques avec le niveau d'études, le revenu, etc. Des événements de santé, donc les symptômes, maux de tête, fatigue, irritation des yeux, et des maladies diagnostiquées par un médecin. Et on a traité notamment les maladies respiratoires, les cancers, les maladies auto-immunes, les maladies endocriniennes. Ensuite, on avait des pratiques de la population sur la consommation de tabac, la consommation ou non de produits alimentaires locaux, et les expositions ressenties, j'insiste, perçues, résidentielles et professionnelles. Cela nous a donné des indicateurs de santé. On a travaillé sur la prévalence totale ou cumulée de pathologies quand il s'agissait de la santé diagnostiquée. Et ça correspondait donc à la proportion de personnes déclarant être atteintes ou ayant été atteintes d'un symptôme ou d'une pathologie dans leur vie. Et évidemment, on a pratiqué la standardisation directe, standardisée sur le sexe et l'âge. Juste pour revenir un peu sur la représentativité de l'enquête, donc les enquêtrices, dont moi-même, on a frappé à toutes les 5 portes de ces 3 villes. On avait un point de départ choisi aléatoirement en fonction de la date de l'enquête. Toutes les rues ont été couvertes par les enquêtrices de ces 3 villes, au minimum 2 fois, à des jours et des horaires différents, afin de maximiser les chances de sélectionner une population suffisante et diversifiée. Le parcours effectué a été reporté en temps réel sur une carte papier et une fiche de suivi permettait de noter au jour le jour les zones d'enquête et les codes des portes sollicitées attribuées, qui a permis d'accéder en fait à une certaine représentativité de la population de l'échantillon au regard de la population des 3 villes, puisqu'après nous avons évidemment comparé ces échantillons avec des villes. J'insiste sur le fait que nous avons donc travaillé en santé déclarée, mais je voudrais faire une petite précision avant d'arriver sur les résultats. La santé déclarée, à notre sens en tout cas, elle interroge 3 visions qui peuvent s'ajuster, superposer. La première, c'est une santé déclarée perçue. Donc classiquement, dans les études épidémiologiques, on les appelle les self-reported health. La question qui répond à cette santé perçue, c'est en général, direz-vous que votre santé est bonne, médiocre, mauvaise, etc.
Le second, le second pardon, thème en fait, de la santé déclarée telle qu'elle a été faite dans l'étude, c'est ce que nous appelons la santé ressentie. Et là, c'est tous les éléments relatifs aux symptômes. En anthropologie de la santé, on appelle ça le illness. Donc en fait, c'est les symptômes vécus pardon, et expérimentés par le malade, ce qu'il perçoit comme un problème de santé, même s'il n'a pas un diagnostic clinique. Donc là, vous verrez, c'est les symptômes nez-gorge, les maux de tête, etc. Et enfin, il y a la santé diagnostiquée, qui est encore un autre volet de la santé déclarée, où vous avez les pathologies telles que diagnostiquées par les médecins et les professionnels de santé, et celles qui sont rapportées par les patients, en tout cas les personnes de l'enquête. Et la question là, c'est un médecin ou un professionnel de santé vous a-t-il déjà dit que vous aviez un cancer, une maladie auto-immune, une maladie respiratoire, etc., etc. Une fois qu'on avait ces données quantitatives que je vais vous présenter, on les a analysées. Donc au total, on a fait 64 ateliers de 1 à 10 participants, plus 11 réunions publiques. Et vous allez voir, l'enquête, enfin le travail de cette étude, il était parti pour durer 1 année et demie. Il a duré finalement 8 ans, puisque au fur et à mesure de l'enquête, les personnes nous ont demandé d'approfondir les résultats et de créer de nouveaux volets scientifiques. Donc au total, nous avons fait plus de 64 ateliers. Dans cette étude, donc, les experts, ils sont représentés par les habitants qui sont experts de leur corps, de la maladie, du développement de la maladie et de l'histoire de la maladie dans les familles, mais aussi de leur environnement, de leur territoire. Vous avez aussi les travailleurs qui sont experts des process industriels et des expositions, et aussi, dans certains cas, des normes pratiques. Donc, qu'est-ce que c'est les normes pratiques? C'est la manière dont, par exemple, les industriels peuvent ne pas respecter le droit au travail ou les législations sur les émissions, ce qui a pour conséquence de produire grandes émissions de polluants. Enfin, vous avez les médecins qui ont été également invités. Donc, eux, ils sont experts de la clinique et des pathologies et ils peuvent discuter avec les habitants ou les malades aux ateliers et aussi avec les chercheurs. Enfin, vous avez les chercheurs qui sont donc experts de leur science. Ces experts, notamment les habitants, c'est eux qui ont adressé des questions de recherche à l'équipe de chercheurs. Et la question de recherche, c'était est-ce que nous sommes plus malades qu'ailleurs? Ces questions de recherche, elles sont retranscrites en problématiques et dispositifs scientifiques par l'équipe de recherche. Du coup, les citoyens, ils vont soumettre de nouvelles questions de recherche et interpréter et analyser les résultats. Là, je fait un schéma, en fait, où vous voyez qu'il y a une horizontalité des savoirs. Vous avez d'un côté donc les savoirs vernaculaires des experts locaux, donc les habitants, les travailleurs, qui dialoguent avec les savoirs de la médecine, ici. Ces savoirs de la médecine vont aussi dialoguer avec les savoirs de la science et des scientifiques. Et l'équipe EPSEA, elle, elle est au milieu et elle fait l'interface en fait entre tous ces savoirs qui sont considérés à égalité. J'insiste sur l'horizontalité. Alors évidemment, le travail des scientifiques et notamment de l'équipe de recherche, c'est quand on a des hypothèses de travailler en fait sur que dit la littérature scientifique sur le sujet, etc. Mais de ne pas mettre de côté certaines hypothèses en termes de production de pathologies liées à l'émission de certains polluants, puisque comme je l'ai dit en introduction, on est encore dans un contexte d'incertitude et ces hypothèses, elles doivent être vérifiées ou en tout cas travaillées à la suite par d'autres études épidémiologiques ou médicales pour voir si ces hypothèses pourraient tenir la route. Rapidement, donc pour vous dire qu'on a commencé en 2013-2014, notamment parce que les personnes se demandaient si elles étaient donc plus malades qu'ailleurs. Je vais y revenir. On a monté le premier volet à Fosse et Port-Saint-Louis entre mars 2015 et juin 2017. À la suite de ces résultats, les participants aux ateliers nous ont demandé de faire une analyse par les travailleurs. Et donc, j'ai travaillé sur les questions d'infertilité masculine auprès des travailleurs de la zone industrielle par secteur et par branche, donc métallurgie, pétrochimie, etc. Et puis à la suite de ce volet, les habitants nous ont demandé de faire un deuxième volet à Saint-Martin-de-Crau, donc dans la ville qui est située à 30 km de la zone industrielle. Et puis, suite à ce deuxième, enfin, ou ce troisième volet, on nous a demandé de continuer les analyses en termes quantitatifs et qualitatifs, ce qui nous a valu un dernier financement et a fait en sorte que nous terminions l'étude en août 2022.
Je reviens juste sur le contexte local. Donc, voilà ce qu'on nous dit sur le terrain. Ici, ce n'est pas Fos-sur-Mer, c'est Fossuaire. Ici, je vous le dis tout net, c'est un cimetière vivant. L'environnement, ça va nous tuer. Il y en a beaucoup qui meurent, même les aveugles ici, ils arrivent à le voir. Voilà un petit peu le contexte. Contexte aussi qui est très repris au sujet des cancers. Donc, moi, j'ai une famille de cancéreux. J'ai deux oncles qui sont morts d'un cancer du pancréas. Il y en avait un, il avait 30 ans. Mon grand-père, il est décédé du cancer aussi. Il travaillait à Lafarge. Lafarge, c'est la cimenterie. Mon cousin, il est mort d'un cancer de la peau. Il avait 30 ans aussi. J'ai deux cousines qui ont le cancer du sein. Il y en a une, on a dû lui enlever le sein. À Fos, on crèvera tous d'un cancer, ça c'est sûr. Ici, on creuse notre tombe à l'avance. De toute façon, ici, on finira tous avec un cancer. Donc voilà un petit peu pour cette entrée, excusez-moi pour la contextualisation, mais voilà en fait dans quel contexte nous avons travaillé. Donc je vous présente les résultats. À FOS, on a fait donc 544 questionnaires, 272 à Port-Saint-Louis, 439 à Saint-Martin-de-Crau, qui sont évidemment représentatifs de la taille des populations dans les villes, hein. Voilà, le succès sur les portes, c'était à peu près 23-25%. C'est-à-dire que, évidemment, quand on tapait aux portes, ben, les gens n'étaient pas forcément là. Donc, quand les portes s'ouvraient, on avait à peu près 45 à 46% d'acceptation. Au total, 1255 questionnaires. Et évidemment, on a eu des pertes. On en a fait plus en vérité, mais on a eu des pertes liées aux aléas techniques et des bugs informatiques. Alors là, je vous ai présenté donc, nos résultats. En rouge, vous avez les données à Saint-Martin-de-Crau, donc la ville qui est à 30 km. En bleu, vous avez les résultats combinés de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis. En vert, vous avez les données françaises quand elles sont disponibles, puisque je rappelle que ce n'est pas forcément évident d'avoir des données euh, sur les pathologies étudiées à l'échelle du territoire de la France. Par exemple, pour les cancers, comme vous le savez, il n'y a pas de registre de cancer partout, donc c'est très difficile d'avoir des prévalences sur les taux de cancer en France. Je précise aussi que pour comparer ces données, donc ça a été, on a eu des précautions méthodologiques afin de trouver des données comparables, en tout cas le plus comparable possible, même si évidemment cela souffre de limites puisque l'étude n'a pas été réalisée de la même manière en France. Néanmoins, vous voyez, donc pour ceux qui ne sont pas aguerris à l'épidémiologie, là, sur ces barres-là, vous avez les intervalles de confiance. Donc, quand ils se chevauchent, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le front industriel et Saint-Martin-de-Crau. Et quand ils ne se chevauchent pas, et quand ils ne se chevauchent pas, oui, ça veut dire, comme par exemple pour les diabètes, ça veut dire qu'il y a comment dire, des différences statistiquement significatives. Donc, pour regarder un petit peu les chiffres, donc là, sur l'indicateur toute pathologie chronique, donc je précise, c'est un indicateur en santé déclarée également que nous avons répertorié. Donc, 37%, et on a regardé les pathologies évidemment déclarées euh, en, en France sur cet indicateur. Vous avez plus de pathologies répertoriées dans l'indicateur français que dans nos pathologies à nous. Et donc, on voit un réel écart puisque 37% en France de personnes déclarent avoir une pathologie chronique quand on est à 63% pour le front industriel. Pour les problèmes respiratoires, on est aux environs de 40%. Pour l'asthme, on est autour de 15,8% quand on est à 10% en France. Pour les diabètes, on est autour de 12% pour le front industriel quand on est à 5% en France, etc., etc. Et pour les cancers, je précise qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver un chiffre à l'échelle nationale, puisque ce chiffre, je le précise, il date de 2008. Et sinon, on est à 10,8% sur le front industriel de personnes déclarant avoir ou avoir eu au moins un cancer. Sur l'asthme, on a travaillé sur l'âge de déclaration de la maladie et vous voyez que ce soit à Saint-Martin-de-Crau ou à Fos, on est à près de 50% des personnes qui déclarent un asthme important à l'âge adulte, pardon. Là, je vous ai mis les personnes qui ont déclaré au moins deux cancers au cours de leur vie. Donc, il faut lire ces indicateurs. À Port-Saint-Louis, 29,3% des personnes qui ont déclaré un cancer.
en ont déclaré entre 2 à 4. Je précise que, évidemment, nous avons travaillé avec les médecins, que ce sont des cancers hors récidive. Je vais y revenir. Évidemment, ce sont des cancers à bon pronostic vitaux, puisque sinon les personnes seraient décédées. Et vous allez le voir, nous pensons que nous avons une sous-représentation dans notre échantillon des cancers à mauvais pronostic vitaux. Vous voyez un vrai écart avec Saint-Martin-de-Crau où on avait seulement 6,4% des personnes ayant déclaré un cancer qui ont déclaré seulement jusqu'à 2 cancers quand on est entre 2 et 4 pour le front industriel. Pour les diabètes, c'est important d'y revenir. Donc là, vous avez les diabètes de type 1, pardon, vous avez les diabètes de type 1 et 2 ensemble. Donc vous voyez les données, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis, Saint-Martin-de-Crau. Je précise qu'il y a un nombre de données non renseignées plus important, puisque des fois, les personnes ne savaient pas établir si c'était un DT1 ou un DT2. Et donc, pour ne pas faire de fautes méthodologiques, on a préféré mettre non renseigné. Donc, les diabètes qui ont été diagnostiqués de type 1 ou 2, c'est des diabètes dont on était sûr et dont le patient ou le malade était sûr qu'il était catégorisé comme tel. Je reviens ici, on a fait donc les états de santé ressentis, donc la santé des symptômes en fait. Et donc vous voyez qu'on a notamment des écarts pour les maux de tête sur le front industriel avec Saint-Martin-de-Crau. Pour les problèmes de peau chronique également, les irritations des yeux, les problèmes des gorges. Donc en fait, ces données, elles ont été intéressantes puisqu'on a observé que l'expérience des symptômes vécus sur le front industriel diffère de celles vécues à Saint-Martin-de-Crau, notamment par leur fréquence et aussi par leur acuité et leur difficulté et leur intensité et leur redondance. En fait, dans le front industriel, on a une expérience quasi quotidienne, par exemple, des irritations des yeux et des maux de tête et des symptômes des gorges, quand à Saint-Martin-de-Crau, on a des symptômes qui sont moins handicapants au quotidien et qui, pour le coup, sont plus fréquemment reliés à des diagnostics de pathologie. Alors qu'à Fos ou Port-Saint-Louis, il y a des gens qui n'ont pas de pathologie, mais qui déclarent régulièrement ces symptômes. Voilà, je vous ai mis quelques idées en fait de comment est expérimenté hein, les symptômes. Donc mes yeux brûlent le matin. Un allergologue m'a dit que c'était certainement lié à la pollution. Mes yeux sont secs. Une fois par semaine, je mets du Corug. Oui, la pollution, 15 fois. Pendant 24 heures, mes yeux sont gonflés et grattent le matin au réveil, le lendemain d'un jour où c'est irrespirable. Alors, je vais vous partager des interprétations en atelier. Donc, pour les symptômes chroniques, je disais, ils sont plus représentés sur le front industriel et ils sont vécus de manière plus intense. Ceci est lié notamment aux pics de pollution qui sont directs. Quand il y a un pic de pollution, les personnes l'expérimentent immédiatement dans leur corps. Et puis, par une exposition professionnelle plus importante, à Fos et Port-Saint-Louis, on avait près de 70% des enquêtés qui avaient déclaré avoir travaillé ou travaillé dans la zone industrielle, quand c'est le cas que seulement de 23% à Saint-Martin-de-Crau. Pour les pathologies élevées chroniques dans toutes les villes, ça a été effectivement une surprise, puisqu'on s'attendait peut-être à des écarts plus importants entre Saint-Martin et le front industriel. Néanmoins, les personnes nous ont rappelé qu'il y avait le même trafic routier entre Saint-Martin et le front industriel, soit 45 000 camions journée, qu'on avait aussi 25% de la population qui travaillent dans le front industriel et aussi qui avaient des parcours d'exposition résidentielle et professionnelle communs. Aussi que la pollution, elle avait des effets, notamment puisqu'à Saint-Martin-de-Crau, il y a beaucoup de pins et que ça développe l'aspect allergène de ces pins. Concernant les asthmes élevés dans toutes les villes, on a parlé aussi beaucoup des interactions entre les polluants de l'air et les allergènes qui aggravent les effets. Et donc, sur cet asthme, notamment déclaré à l'âge adulte, on parle d'un asthme d'irritation immunologique à l'âge adulte, lié aussi aux expositions professionnelles et à beaucoup d'allergies mal soignées. Quant au diabète plus représenté sur le front industriel, les personnes nous ont parlé des perturbateurs endocriniens issus des process industriels. Et pour le diabète de type 1, qui est plus représenté donc sur le front industriel,
On nous a parlé d'un système immunitaire étant régulièrement ou continuellement sollicité et agressé par l'exposition aux polluants. D'ailleurs, je précise que la question du diabète de type 1 a été mise en place dans le questionnaire puisque on avait été alerté au départ de l'étude par les médecins locaux et par des habitants qui nous avaient demandé d'investiguer cette question du diabète de type 1. Concernant les cancers, donc en atelier, on a parlé des lymphomes qui étaient passés parmi les 4 premiers cancers dans les 3 villes. Je n'ai pas précisé, mais Saint-Martin-de-Crau, alors certains connaissent peut-être pour le foin de Crau qui est très connu, mais c'est aussi une grande zone arboricole. Et comme vous le savez, les zones arboricoles sont aussi des zones où il y a beaucoup d'exposition aux pesticides. Donc pour les cancers de lymphome, les personnes ont rappelé qu'il y avait beaucoup d'expositions professionnelles, notamment au HAP et au benzène, au brai de houille, dans le secteur industriel et agricole. Les expositions passées au DDT, qui ont été interdites il y a une trentaine d'années, il me semble, notamment lors des campagnes de démoustication à Port-Saint-Louis, et puis des expositions donc résidentielles chimiques à proximité d'usines à Port-Saint-Louis peuvent expliquer ce résultat. Les cancers de la peau aussi étaient placés parmi les 4 premiers dans les 3 villes, donc les habitants ont mis en lien avec les expositions au soleil, et puis aussi les expositions professionnelles à des produits chimiques qui peuvent expliquer le classement des cancers de la peau parmi les premiers dans ces zones. Enfin, le cumul des cancers, je précise, hors récidive, il a été analysé à l'aune du passé industriel de la ville de Port-Saint-Louis, notamment, où le passé industriel est plus ancien qu'à Fos-sur-Mer, puisqu'il a commencé il y a plus de 2 siècles. L'exposition au CMR et aux dioxines et la présence donc des industries du chimique et de goudron, par exemple à Port-Saint-Louis. Je n'arrive plus à passer mes diapos. Excusez-moi. Allô? Oui, oui, on t'entend bien. Par contre, c'est vrai que ça passe pas. Là, c'est bon, c'est passé? Oui. Là, c'est passé. Ok. Alors, Oui. juste pour vous donner des résultats heuristiques grâce à ces dialogues, euh, par exemple, au départ de l'étude, et pour vous montrer en fait tout l'intérêt de travailler en collaboration avec les personnes du territoire, les citoyens, ils étaient particulièrement préoccupés par la présence de pathologies dans un quartier, alors rumeur ou réalité. Néanmoins, cette préoccupation a donné lieu à la mise en place d'un zonage dans l'étude FCL, où en fait on a zoné euh, les questionnaires. Et donc, ce qui nous a permis d'établir des statistiques qui sont évidemment pas dans un nombre très important pour qu'on puisse en conclure épidémiologiquement des choses. Néanmoins, ces statistiques quand même corroborent les données qualitatives recueillies sur le terrain, à la fois lors des enquêtes et en amont du questionnaire. Et effectivement, par exemple, on avait un quartier où les personnes se sont beaucoup intéressées puisqu'il y avait on nous parlait beaucoup de cancer du cerveau, de leucémie, de pancréas. Et en fait, on a mis du temps à comprendre comment et pourquoi. Et grâce à l'analyse du processus, on s'est rendu compte que ce n'était pas une question d'inégalité sociale, puisqu'on a regardé les indicateurs sociaux. Et en fait, c'est un quartier où les personnes sont particulièrement euh, aisées. On s'est aussi rendu compte que c'était un quartier qui était soumis à des expositions résidentielles par tout vent, qu'il s'agisse de brise de terre, brise de mer ou sans vent. Et puis aussi, on a remarqué que en fait, l'histoire du quartier permettait d'expliquer notamment potentiellement des pathologies plus élevées sur ces territoires-là, puisque en fait, on était dans un quartier où les travailleurs étaient globalement des soudeurs ou des anciens soudeurs qui travaillaient à la coquerie d'ArcelorMittal. Pour ceux qui ne connaissent pas, la coquerie, c'est un endroit particulièrement soumis à des expositions à divers polluants et notamment à des CMR.
Voilà pour un des résultats de ce travail un peu collectif, hein, où vous voyez certains chiffres corroborent des données qualitatives, et ces données qualitatives, on peut ne les comprendre qu'en discutant et qu'en travaillant collectivement. Sur les symptômes, bah, le travail ethnographique, il a permis de documenter dans la manière dont sont vécus et expérimentés ces symptômes, et donc il marque de vraies différences avec Saint-Martin-de-Crau. Euh, alors là, je vais revenir sur des cancers invisibles de l'étude pour expliciter en fait de quelle manière le travail avec les travailleurs et les habitants permet d'améliorer la rigueur scientifique. En fait, dans notre étude, on avait 3 fois plus de cancers féminins que de cancers masculins. Donc, ça nous a interrogés, ça a interrogé les habitants. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Un ouvrier à Naftachimie, donc c'est une usine chimique, hein. Et puis, ça m'interroge cette question qu'il y a plus de cancers féminins dans vos données. Pourquoi c'est bizarre? Parce que nous, autour de nous, chez les hommes, on voit par exemple, on voit que pour les leucémies, eh bien, ça y va. Pardon. Avec le benzène à la vera, c'est la deuxième maladie professionnelle sur ce site. Il y a beaucoup de cancers du pancréas. Les leucémies, franchement, dans notre entourage, ce n'est pas exceptionnel. Donc, en fait, vous voyez, on avait un écart entre nos données quantitatives et ce qui nous était dit sur le terrain. Donc, cette question des cancers plus féminins dans l'étude et dans nos statistiques, elles ont été expliquées par la forte présence dans notre enquête des données des cancers non documentés, et notamment du fait du protocole méthodologique. En effet, dans notre étude, on avait 0 cancer du pancréas, un cancer lié au mésothéliome et, euh, et peu ou pas de cancer du cerveau. Or, sur le terrain, on nous en expliquait ou rapportait beaucoup. Finalement, en fait, on s'est rendu compte que le travail au porte-à-porte venait créer un biais méthodologique, c'est-à-dire que les personnes malades ou trop malades avec des cancers à très mauvais pronostics vitaux ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas ou n'étaient pas en mesure de répondre à ces questions et aux résultats. Ces données ont été corroborées par une étude de l'ORS de 2013 qui vient rapporter à Port-Saint-Louis un taux de surmortalité chez les hommes de plus de 60% par cancer du poumon par rapport au reste du département. Ensuite, l'intérêt, donc ça a été les signaux faibles, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, les signaux faibles, ce que j'appelle les signaux faibles, c'est en fait des signes qui n'ont pas encore été corroborés ou testés épidémiologiquement, mais qui peuvent être des indicateurs pour le long terme ou pour des choses à regarder pour des recherches futures. Bah, par exemple, sur le terrain, il y a eu les questions de diabète de type 1 qui avaient été évoquées par les habitants et les médecins locaux. Et les données de l'enquête ont montré hein, qu'effectivement, c'était un phénomène sur le territoire. Et puis, par exemple, nous, sur la question des maladies auto-immunes, on a eu deux choses un petit peu étonnantes. On a une prévalence plus importante de maladies auto-immunes chez les hommes, alors que globalement, dans la littérature scientifique, c'est plutôt catégorisé comme... Enfin, il y a des prévalences plus importantes chez les femmes. Euh, voilà. Donc, Pauline, est-ce que tu veux que je termine? Oui, il reste 10 minutes, donc si tu veux Ah, il avoir un petit reste. peu de questions, je pense que peut-être encore 5 minutes, après il faudra quand même avoir 5 minutes de questions. Ok, je vais juste revenir rapidement sur les inégalités sociales de santé, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a testé sur le territoire. En fait, on a observé les différents états de santé déclarés en comparaison avec la répartition générale de l'ensemble de la population. Et en fait, l'idée, c'était de voir si les inégalités sociales de santé se superposaient aux inégalités sanitaires. Euh, et donc, pour le faire rapidement, euh, en fait, dans les 3 villes, la part des personnes qui appartiennent à la tranche haute des revenus et qui déclarent une maladie auto-immune, elle est plus représentée qu'en population générale. Euh, à Saint-Martin-de-Crau, donc on observe que les inégalités sociales de santé entrent en ligne de compte concernant les maladies auto-immunes, mais touchent également les catégories aisées. Sur le front industriel, les catégories aisées atteintes de maladies auto-immunes sont surreprésentées par rapport à l'échantillon.
On a fait ça pour les maladies respiratoires et pour les cancers. Et je vous donne juste les conclusions comme on n'a pas le temps. Sur le front industriel, les inégalités sociales semblent se jouer à la marge concernant les pathologies respiratoires. En revanche, à Saint-Martin-de-Crau, il y a inégalité sociale de santé. Pour les cancers, les personnes déclarant des cancers ont des revenus globalement plus bas dans les 3 villes. Mais à Saint-Martin-de-Crau, on observe une légère surreprésentation. Pardon. Mais sur le front industriel, la part des personnes qui déclarent un cancer ayant les revenus les plus aisés est égale à la part représentée dans la totalité de l'échantillon. À Saint-Martin-de-Crau, on a une spécificité, la surreprésentation de la part des personnes déclarant la catégorie haute des revenus. Donc en fait, pour conclure, on peut dire que les inégalités sociales de santé existent, mais elles semblent jouer à la marge. Elles sont révélées pour les cancers, mais n'expliquent que partiellement la présence des cancers, puisque les catégories aisées affectées de cancer sont tout autant représentées. À Saint-Martin-de-Crau, les inégalités sociales de santé sont plus marquées. Et donc, ces analyses permettent de montrer que sur le front industriel, les inégalités de santé ne se superposent pas purement aux inégalités sociales, ce qui a été corroboré dans le travail qualitatif sur le quartier, par exemple, des Carabins dont je vous parlais. Donc, en fait, la question des inégalités environnementales sur le front industriel et à Saint-Martin-de-Crau semble se déplier de manière différente, spécifique et complexe. Dernière slide, on avait travaillé à faire des recommandations avec les citoyens. La première des recommandations, ça a été d'encourager une politique de prévention sanitaire à la hauteur des enjeux de la zone, c'est-à-dire notamment de mettre en place des outils de prévention à destination des personnes, c'est-à-dire diagnostiquer les cancers chez les femmes, par exemple le cancer du sein, largement avant 40 ans. Également pour la prostate, mener des campagnes voilà, de prévention, et si ce n'est aussi de mettre en place des dispositifs spécifiques d'accès à la santé dans ces zones qui sont particulièrement touchées par la santé. Aussi, il y avait une demande qui a été de longue date, c'était d'obtenir un registre des cancers qui prenne en compte tous les cancers et un registre des pathologies. À ce jour, ce registre semblerait être en train d'être créé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et excusez-moi d'avoir été un peu longue aujourd'hui. Merci beaucoup, Johanna. C'était passionnant de voir la méthodologie de cette approche participative dans le contexte de Fos-sur-Mer et comment vous avez à la fois allié la santé environnementale épidémiologique et puis la recherche participative avec les ateliers, avec un grand nombre en plus, hein, 68 ou 64 si j'ai bien retenu. Donc c'était passionnant, puis de voir aussi des résultats. Je vois pas de questions dans le chat, mais je vois que Béatrice a mis sa caméra et son son, donc je vais lui donner la parole. Merci Pauline, mais je ne veux pas être prioritaire sur les questions. Évidemment, comme mon fils il disait quand il était petit, j'ai plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Mais je souhaitais commencer par remercier Johanna pour cette très pertinente présentation et l'intérêt des travaux. Alors, j'avais en particulier deux questions. Qui me viennent. Une première, comment dans ces analyses-là, vous tenez compte de la structure d'âge de la population qui peut être différente et aussi peut-être ce qu'on sait dans les populations, et je ne connais pas du tout les chiffres sur ces territoires-là, mais dans les populations qui sont qui ont ce sentiment, cette représentation des exposés qui participent peut-être plus au dépistage. Voilà, comment vous tenez compte de différents facteurs qu'on utilise habituellement en ajustement dans ces travaux-là pour comparer les taux? Et l'autre question était, quelle est l'action derrière, comme par exemple amener certaines personnes euh, à rencontrer un service de santé au travail pour, non pas forcément le médecin de travail de l'entreprise, mais de santé au travail pour faire un repérage des expositions professionnelles.
puisque dans ces populations que vous avez analysées, certes, il y a l'environnement, mais les gens qui habitent peuvent aussi être exposés professionnellement en travaillant dans ces entreprises responsables. Et on sait que voilà, il peut y avoir des cancers qui sont liés aux expositions dans dans ces entreprises et des travailleurs. Je vais répondre tout de suite. C'est possible? Oui, 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 tout à fait. Merci, Merci. merci pour vos questions. Donc, moi, je ne suis pas l'experte de l'épidémiologie, mais nous avons travaillé avec des épidémiologistes et donc, comme je le disais, les données ont été systématiquement standardisées sur le sexe et sur l'âge, ce qui a permis en fait de rééquilibrer les écarts si on avait trop de personnes âgées ou trop de femmes qui parlaient, etc. Donc, la standardisation, elle a été systématique. Euh, Mhm. la deuxième question que vous avez posée sur la structure de la population, je ne l'ai pas bien saisie. Est-ce que vous pourriez la reformuler? Bah, ça rejoignait là, c'est la structure de la population et les différents facteurs, donc sexe et l'âge, que vous avez pris en compte dans les gens interviewés, qui peuvent être différents parce que tout simplement la structure d'âge de la population dans les trois territoires ou dans les deux territoires, Front industriel et Saint-Martin-de-Cruz, ne sont pas forcément Oui, oui. les Donc, mêmes. il y a eu, Voilà, d'accord. oui, il y a eu ça. Donc, il y a une standardisation. En fait, toutes les données là que je vous ai livrées, c'est les données standardisées. C'est pas les données brutes c'est pas les données brutes du questionnaire, ce sont les données standardisées. Et ensuite, pour vérifier, on a élaboré un travail très minutieux pour vérifier si on rentrait dans les indicateurs socio-économiques des villes. Donc, on a comparé les données produites par l'INSEE aussi à l'échelle de certaines IRIS pour voir si, en termes de nombre d'enfants, de structure des revenus, de catégories socio-professionnelles, on était représentatif des quartiers et des données INSEE. Et ce qui était le cas. Je pourrais, D'accord. dans les rapports en ligne, vous verrez, il y a tout qui est expliqué en méthodologie. Et donc, il y a ces données comparatives qui ont été faites et ce travail, effectivement, qui a été fait. Euh, sur la question de la santé au travail, alors c'est un aspect compliqué. D'une part parce qu'il y a une défection des médecins au travail, comme vous le savez sans doute. Ensuite, pour donner un exemple, il y avait une association qui était une association pour la reconnaissance des maladies professionnelles et environnementales qui s'appelait l'APCME, qui faisait un travail extraordinaire de repérage à la fois sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan individuel pour travailler en reconnaissance des maladies professionnelles. Et ce dispositif, pendant notre étude, a arrêté d'être financé par les pouvoirs publics. Donc maintenant, dans la zone, il reste une association qui travaille à temps plein pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Pendant notre enquête aussi, on a assisté malheureusement à la fermeture du centre de soins à Port-Saint-Louis, qui était un organe qui permettait de détecter en fait et d'envoyer les personnes. Donc sur ce volet de la santé au travail, c'est relativement compliqué puisque je dirais qu'il y a une forme de laisser aller et de vide en tout cas de prise en charge. C'est pour ça que la première recommandation des habitants et des travailleurs, c'était d'avoir une politique sanitaire à la hauteur de la zone. Enfin, je pense que vous m'avez posé la question des actions derrière. Donc effectivement, il y a eu la création du registre de cancer qui est en train de se créer. Il y a eu des habitants qui ont porté plainte contre l'État et contre X pour mise en danger d'autrui et troubles du voisinage. La plupart des plaintes ont été déboutées. Et là, au mois de mai 2024, on a appris qu'il allait y avoir en deuxième instance une réévaluation de la plainte sur troubles du voisinage. Mais ça reste très compliqué.
Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan de la santé au travail, moi j'ai rencontré des syndicalistes qui se battaient depuis une quinzaine d'années pour que la CARSAT vienne dans certains lieux de la coquerie d'ArcelorMittal, par exemple, enfin, à la coquerie, par exemple. Et il a fallu, parce que cette étude, elle a été ensuite médiatisée, il a fallu les résultats de cette étude et leur médiatisation pour que la CARSAT, enfin, puisse venir. Et le préfet a fait une mise en demeure à Arcelor pour qu'ils mettent en état de fonctionnement cet espace. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ces différentes réponses. Je ne vais pas monopoliser les questions, juste pour dire que je suis très contente d'apprendre que le registre de cancer va dans la bonne direction. J'ai présidé la commission de Santé publique France qui a émis la recommandation d'un registre, de transformer l'observatoire Vous avez la crème. local qui était sur quelques cancers dans un registre de cancers tout département. Et donc, voilà, ça fait un petit moment qu'on a fait cette recommandation. Donc, je suis contente d'apprendre que ça prend un bon chemin. C'est pas encore fait, mais on y C'est pas croit. encore fait, En mais tout cas, voilà. merci. Merci beaucoup. On a encore deux questions de nos co-chercheuses citoyennes et patientes en plus, de Carole et Magali du groupe Coprica et GEM, qui nous demandent pourquoi analyser à partir de deux cancers et non pas à partir de un cancer. Elles ont la même question toutes les deux, mais elles sont pas au même endroit. En fait, on a fait les deux. On a analysé, alors sur les cancers, on a fait un travail long et très fastidieux. On a analysé à la fois les prévalences de cancer, ensuite les cancers, enfin le cumul des cancers à l'échelle de l'expérience de vie d'une personne. Et aussi, on a fait un travail assez minutieux avec certains oncologues. On a regardé par profil, et ça, on ne peut pas les diffuser en raison des données personnelles. On a regardé, en fait, euh, quel type de cancer était cumulé pour voir s'il y avait des associations classiques. Par exemple, on sait que ovaire et sein, ça peut souvent aller ensemble. Et pour voir s'il y avait des associations classiques ou un peu atypiques. Et on a découvert que certains cumuls étaient pour les oncologues un peu atypiques. Mais donc, les trois choses ont été faites. D'accord, merci beaucoup. Et on a une dernière question de Julien Biodet. Oui, merci beaucoup, Johanna, pour ta présentation. C'était passionnant et c'était notamment aussi sur le point de vue de l'alliance entre les disciplines. C'est vraiment un très bel exemple de... Là, c'est plus que la pluridisciplinarité, quoi. C'est vraiment une alliance qui permet de créer de nouvelles connaissances. Et justement, alors ma question va être impossible à répondre en 30 secondes, mais je la pose quand même. Ce serait quoi tes deux, trois conseils clés à fournir aux chercheurs issus de l'épidémio, des sciences de l'exposition et des SHS pour collaborer ensemble de cette façon? Bah, en fait, c'est assez facile à répondre. Je te remercie pour cette question. Bah, la première, c'est se décentrer. C'est-à-dire que, il y a vraiment un truc de vraiment se décentrer et d'avoir la curiosité intellectuelle de comprendre comment fonctionne une discipline, quelles sont ses limites, quels sont les enjeux pour chacun dans sa discipline. En socio-anthropologie et en épidémio, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Par exemple, euh, moi, je sais que le travail avec mon épidémio, ça a été vraiment moi de faire un pas vers sa science et lui qui fasse un pas vers la mienne. Alors, faire un pas vers sa science, c'est aussi euh, essayer de comprendre comment elle a été créée, quand elle a été reconnue, etc., etc., et inversement. Et je pense que quand on arrive à saisir les enjeux pour l'autre de sa discipline, puisqu'on est chacun dans des champs disciplinaires importants, avec aussi, comme vous le savez, des évaluations, des risques de critiques, etc. Donc il faut vraiment connaître à la fois comment on travaille, c'est-à-dire techniquement, en fait, quelle est la technique, mais aussi quels sont les enjeux scientifiques pour ces disciplines.
Et je pense que à partir de là, ça peut faire en sorte qu'on se décentre et du coup, on arrive à trouver un langage commun. Et Et par rapport aux habitants, pardon, juste je termine sur une chose et je te répondrai sur la question des habitants et des travailleurs, etc. Nous, on a fait aussi de la formation en atelier à l'épistémologie des sciences. Qu'est-ce que l'histoire des sciences? Est-ce qu'il y a des sciences qui sont dominées, dominantes? Comment ça dialogue, etc. Et donc ça, cette épistémologie, il faut aussi la faire à l'échelle de notre interdisciplinarité. Et tu as cité la question de la valorisation. Alors, désolé pour la question un peu de cuisine interne à la science. Et est-ce que c'était plus compliqué de valoriser ce genre de travaux parce que les Mm. revues sont, Mm. voilà, un peu, comment dire, ont des périmètres disciplinaires que vous débordez, ou est-ce que vous en êtes sorti facilement? Alors, on a publié en épidémio. Je pourrais vous envoyer un. En fait, sur le site Hypothèse, là, vous pouvez trouver nos rapports et il y a toutes les publis. Donc, on a publié en épidémio, c'était très important pour avoir une reconnaissance scientifique de la valeur des données épidémiologiques produites. On a aussi publié dans des revues interdisciplinaires, notamment sur la question des ateliers. Après, moi, je ne vous cache pas sur là où moi j'ai plus eu une difficulté en tant qu'anthropologue, c'est que on a des données qualitatives en très grand nombre, mais on n'a pas les choses classiques du parcours de vie, etc. Et donc pour publier en anthropologie, en sociologie, ça a été plus compliqué pour moi. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette, mais ça n'a pas vraiment été fait. Et j'étais un petit peu désolée puisque moi je trouvais qu'il y avait un grand intérêt dans la redondance notamment sur le langage ordinaire de la mort, de la maladie, etc. Mais j'ai été retoquée pour ces raisons, parce qu'effectivement, ça sort un peu du champ classique sociologique où on connaît la biographie, l'expérience de chacun. Et là, ce n'était pas le cas puisque c'était des données que j'avais recueillies par questionnaire. Voilà, je voulais juste dire, si jamais il y en a qui sont intéressés, on organise des formations justement sur toutes ces questions et à la fois sur la transdisciplinarité et les questions de recherche collaborative et notamment les enjeux éthiques que ça pose, puisque ça pose un ensemble d'enjeux. Voilà, si jamais certains d'entre vous sont intéressés. Merci beaucoup, Johanna. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions et on a dépassé un tout petit peu le temps, donc je vais pouvoir conclure en te remerciant infiniment pour cette présentation riche, transdisciplinaire et puis avec un impact social important. Euh, on n'a pas forcément de meet and share en décembre parce que notre intervenant va pas pouvoir assurer sa présentation. Donc on vous enverra évidemment toutes les informations sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne LinkedIn et par mail pour ceux qui nous suivent dans notre mailing list. N'hésitez pas voilà, à continuer les questions par LinkedIn ou à nous écrire par mail. Et on va tous vous remercier. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelques questions, que ce soit. On vous remercie beaucoup et passez une très bonne journée. Merci Merci, Johanna. beaucoup de votre invitation. Je Avec plaisir. reviendrai sans doute vers vous pour d'autres questions. Là, j'ai quelqu'un qui m'attend, mais je reviendrai vers vous, je pense. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à Collaborer. revenir vers moi si besoin. Bonne journée, au revoir. Bonne Bonne journée. journée. Merci beaucoup. Bonne Merci, au journée. revoir. Au Et revoir. merci pour le registre des cancers. Bah, tenez-nous au courant. Oui, on Voilà, vous tiendra au courant, ça marche. Merci ça beaucoup. marche. Au revoir.